Alors, vous vous dites peut-être, quand je parle de meilleur futur, que le docteur Guivarch devrait lire le journal et se renseigner un peu sur l'actualité ou peut-être prendre des vacances. La Covid, les masques, les tests, le contact tracing, les positifs qui montent quand même, les attentats, la tempête Alex, Covid encore, on reconfine, la basilique Notre-Dame, bref, ça n'arrête pas. Et en effet, la société est mise à dure épreuve. Euh, mais oui, j'y crois et je crois que nous pouvons bâtir un meilleur avenir. Je crois que c'est le devoir de tous et de chacun de se mobiliser, et pas seulement les professionnels, pas seulement les associations. La mobilisation des élus, les chefs de file de l'opinion publique et les acteurs de la politique sont de toute première importance. Alors, on a fait beaucoup de chemin depuis le 26 janvier 2016. Vous savez, c'est la loi de santé publique qui finalement a posé les fondements de ce projet territorial de santé mentale. Le démarrage a été très progressif. Les textes qui sont parus nous ont aidés à trouver la direction, à bâtir la méthode. La réflexion a commencé à naître, s'est amplifiée au fur et à mesure que les groupes de travail se sont étoffés. Et nous avons beaucoup avancé ces derniers mois, malgré la petite bestiole. On a été accompagné par les CODES dans les Alpes-Maritimes, le CODES 06 avec Émilie et Chantal Patuano font un travail extraordinaire. Et puis le CRES, et je vous remercie encore de m'avoir invité à parler ce matin. Et bientôt, nos premiers projets territoriaux de santé mentale vont être soumis au directeur général de l'ARS avant la fin de l'année. Et je crois qu'il faudra tous nous en féliciter. Alors, sur ce thème de l'enfance, je disais que c'est la prévention. Et je suis de ceux qui pensent que la prévention, c'est notre avenir, c'est l'avenir de la société. Sans prévention, il n'y aura pas de victoire sur les maladies. Je le dis de temps en temps, c'est un truisme. Avant d'être malade, on est en bonne santé. Et l'enfant à naître, il est le mieux en santé qu'il ne pourra jamais l'être. Et la santé, ça se bâtit, c'est un capital qui doit être développé, choyé depuis l'instant de la conception. Pour l'enfant à naître, ça commence avant de voir le jour. La qualité de la relation entre le bébé et sa maman, qui est la figure d'attachement habituelle, c'est le facteur déterminant du développement de l'enfant. Un dérèglement de cette relation peut se produire avant même la naissance. Un choc traumatique chez la mère avant la naissance peut entraîner de graves troubles chez le nouveau-né. L'attentat de 2016 nous en a fait la triste démonstration et l'étonnement des équipes de pédopsychiatrie de l'hôpital Lamballe à Nice, puisque vous savez qu'on a eu une file active de plus de 50 bébés qui étaient traumatisés et des enfants qui, pour certains, sont nés après l'attentat. Donc, pour compléter ce propos introductif, je voudrais justement dire un mot de ces événements traumatiques qui jalonnent nos existences tout au long de la vie. Ces événements, on y fait face plus ou moins bien en fonction de nos fragilités, en fonction du soutien de notre entourage. Mais ils peuvent être à l'origine de troubles sévères et qui parfois surviennent longtemps après. Or, il est possible d'intervenir précocement. Il est possible d'intervenir précocement chez l'enfant. Repérer les signes d'un mal-être lorsque l'événement traumatique a été intense ou répété. Vous savez, l'enfant présente des signes qui peuvent être différents selon les âges. Des terreurs nocturnes, des angoisses de séparation, de la colère injustifiée ou surprenante. Il est important de repérer ces situations et de les prendre en charge rapidement. Parce que les conséquences, eh bien, elles sont très sérieuses. Des troubles du comportement, des troubles cognitifs, des troubles des apprentissages, et plus tard, possiblement, des difficultés d'insertion sociale et aussi des complications psychiatriques. On a montré l'an dernier dans un travail que nous avons fait au centre expert du psychotrauma pédiatrique à Nice, avec le docteur Battista et Morgan Gint, on a montré que 3 ans après l'attentat,
la majorité des enfants, en fait 75%, des enfants de moins de 6 ans qui avaient consulté après l'attentat, mais qui n'avaient pas été pris en charge, n'allaient pas bien. On a appelé les familles, on leur a posé la question, et dans 75% des cas, les enfants n'allaient pas bien. Et la moitié des parents, lorsqu'on les a appelés, 50%, en fait, pas tout à fait, 48%, ont accepté sur l'instant de prendre rendez-vous. On était 3 ans après l'attentat. C'est ça qui explique qu'on a toujours de nouvelles situations qui se présentent et des événements récents ont fait apparaître des fragilités qui remontent à l'attentat de 2016 et qui nous font regretter finalement de ne pas avoir été plus proactifs dans les semaines et les mois qui ont suivi l'attentat. On aurait pu repérer ces situations et les prendre en charge beaucoup plus précocement. Voilà, c'est un des enseignements de la recherche, le repérage et la prise en charge précoce des souffrances psychiques. Quel que soit l'âge, c'est possible et c'est prometteur d'un meilleur futur. Voilà, c'est ce message de vigilance et d'espoir que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Dr Guivarch, pour ces messages optimistes et d'espoir. Je laisse la parole au Dr Michel Dunia. Je vous remercie, Dr Guivarch, de votre introduction qui donne un cadre à mon propos. Vous proposez, dans les 10 minutes dont je dispose, de faire le tour d'une problématique qui m'est chère et qui a été mise en exergue par le récent rapport de la Commission des 1000 jours que je ne saurais trop vous inviter à lire et à partager, et qui consacre une place tout à fait raisonnable à la problématique que je vais vous présenter. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, on peut estimer le coût des maladies psypérinatales. Entendons-nous rapidement sur les termes. La psypérinatalité, c'est la dimension psychique de la période périnatale. La période périnatale étant, comme vous le savez, définie par par simplification, par la formule des 1000 jours, c'est-à-dire les 1000 premiers jours à compter de la période périconceptionnelle. Vous avez bien entendu en tête que la question de l'alimentation des parents en période péri- et pré-conceptionnelle est une question extrêmement importante. Alors, sans rentrer dans ces histoires-là, qui renvoient, comme vous le savez, à ce qu'on appelle la DOA, l'origine développementale des maladies, allons vite sur la question de la psychiatrie et de la santé mentale périnatale. Je souhaite pouvoir, en rebondissant sur ce que disait tout à fait bien le docteur Guivarch, insister sur le fait que quand on soigne une mère, on facilite le développement de son bébé. Et donc, on peut, dans les pays qui ont une tradition, ce qui n'est pas le cas de la France, qui ont une tradition d'épidémiologie et de santé mentale, ce qui nous fait gravement défaut, eh bien, on peut calculer les économies qu'on peut faire autour de la période périnatale, parce que, évidemment, comme vous l'avez bien entendu, les répercussions de quelque chose qui se passe en période périnatale sont des répercussions long life pour la vie entière, comme on le sait, et on sait aussi maintenant, vous l'avez bien sûr en tête, qu'il y a des répercussions sur les générations suivantes avec les progrès fabuleux de l'épigénétique. Donc les Anglais ont fait le choix, vous le voyez, de consacrer des sommes considérables, centaines de millions à la santé mentale périnatale, parce qu'ils ont compris qu'une logique d'investissement social permettait d'importantes économies, l'économie de la souffrance n'étant pas la moindre des économies. Alors, je vous présente un outil qui est disponible pour ceux qui en demandent le code et qui est un outil de santé publique. Il émane des recherches britanniques, mais l'outil informatique, le dashboard sur lequel nous sommes, a été développé en France par un étudiant qui avait du temps à passer pendant le confinement. Excusez-moi. Donc cet outil permet de calculer les économies et, si vous le permettez, nous allons faire ça à l'échelle de notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On produit l'analyse de la façon suivante. On choisit
le territoire qu'on veut, ça peut être une circonscription de députés, un département, une grande métropole, les 200 plus grandes villes de France ou une région, bien sûr, n'importe quel chiffre que vous voulez mettre là. Si une politique ambitieuse, globale, était mise en place à l'échelle de la région PACA, il serait possible d'économiser au maximum 586 millions d'euros pour chaque cohorte de naissance annuelle. C'est-à-dire pour chaque année de... Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Alors, vous voyez que les calculs concernent la santé et le social. On économiserait 114 millions d'euros. On ferait faire des économies aussi à l'éducation nationale et bien sûr à la justice, parce que le décrochage et le parcours en direction de la délinquance font partie des effets des troubles psychiques périnataux, malheureusement, mais surtout, la société perdrait moins de chances de qualité de vie et de productivité, notion auxquelles le NHS, le service national de santé britannique, est très attentif. Nous savons ce que coûte en Angleterre, bien sûr pas en France, une dépression du postpartum. Nous pouvons donc, avec le dashboard que je vous présente là, décider qu'en France, dans l'enquête ELF, donc vous savez que c'est la première vraie grande enquête passionnante épidémiologique en santé en France, dire que on peut considérer que la prévalence de la dépression, c'est plutôt 12,5%. Les femmes qui déclarent dans l'enquête ELF avoir présenté une détresse psychologique dans l'enquête ELF représente 12,5%. Eh bien, si on modifie avec ces chiffres de l'enquête ELF les choses, on va avoir une économie encore plus importante parce que dépression des postpartum, ce sont les dépressions postpartum et anténatales, mais on y reviendra, qui génèrent le plus de coûts. Voilà le coût que beaucoup plus important que nous pourrions économiser si nous considérons que la dépression du postpartum concerne 12,5% des mamans. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec l'utilisation de cet outil, mais je voudrais simplement, de façon un peu médicale, ne connaissant pas la composition du public qui est dans la salle, la dépression, donc 10%, l'anxiété, très souvent négligée par les psychistes français en période périnatale, 3%, et la prévalence de la psychose entendue au sens large, c'est-à-dire d'un état délirant dans le postpartum qui frappe soit une femme bipolaire, soit une femme présentant des antécédents de schizophrénie. Alors, comment c'est fait? On ne va pas rentrer là-dedans, mais on va simplement se dire que les Anglais ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont intégré non seulement les variables médicales dont je vous parle, mais aussi des variables économiques. Et, comme vous le savez vraisemblablement, je surveille mon chrono. Comme vous le savez vraisemblablement, la vie humaine en France est calculée sur la base de 3 millions d'euros. C'est un chiffre totalement arbitraire qui a été utilisé, vous l'avez peut-être en tête, quand on a calculé les économies qu'on pouvait faire en termes de morts sur les routes il y a de ça 2 ans. On a considéré que c'était 3 millions d'euros. Les Anglais, eux, sont plutôt autour de 1,7 million. Les Américains comptent la vie à 10 millions de dollars. À peu près. Et donc, en France, on compte 3 millions. Et vous avez sans doute entendu qu'il y a un débat actuellement parce qu'on dit que chaque vie économisée pendant le premier confinement a coûté à la société toute entière, non pas 3, mais 6 millions. Donc, étant attentifs à ces questions-là, nos collègues britanniques sont attentifs aux 60 à 70 suicides chaque année dans la vie des femmes qui ont un bébé de moins de 1 an. Le suicide est la cause de mortalité, une des 2 causes de mortalité principales, si, comme l'OMS nous le recommande, on prend en compte toute la première année de la vie du bébé et donc la première année de vie de maternité de la maman. Mais si on veut négliger ces suicides, évidemment, qui sont une grosse part des coûts induits et des pertes de chance sur lesquelles j'insistais à l'instant, si on considère que, contrairement aux Anglais, la qualité de la vie n'est pas importante pour les malades, et si on met un revenu horaire moyen français, on peut demander à la machine de recalculer
de recalculer les coûts. Et alors, vous allez voir, l'économie est beaucoup moins importante, mais elle reste significative. On va se retrouver avec 200, oui, 200. Et là, vous voyez, c'est tout à fait simple. Évidemment, les coûts seront plus importants du côté de la santé et du social, parce que on néglige les pertes de chance, la qualité de la vie, les coûts de la productivité. Donc les proportions de répartition des coûts par secteur redeviennent différentes. Mais ce qui devient différent, évidemment, vous l'avez en bon acteur de la santé publique immédiatement remarqué, c'est que les coûts pour la mère et pour le bébé deviennent différents. Effectivement, malheureusement, quand une femme se suicide, ben, on n'a plus besoin de la soigner. Merveilleux, n'est-ce pas? Et donc, je n'avais jamais utilisé ce type d'argument jusqu'à ce que dans mon assez longue carrière auprès des mères et des bébés, j'ai un suicide. Dieu merci, c'était pas moi qui soignais cette dame sur le plan psychiatrique. Maintenant, j'inclus complètement cette question taboue des suicides en période périnatale et je voulais vous faire partager cette chose-là. Revenons à quelque chose d'humain dans lequel on compte les suicides et voyons qu'évidemment les pertes de chance sont plus importantes. Mais ce qu'on voit aussi évoluer, c'est que 30% des coûts sont liés à la mère, 70% des coûts sont liés au bébé. Et donc, nous sommes, et je voudrais insister sur ce point pour conclure, nous sommes avec une articulation indispensable entre la psychiatrie et la santé mentale. Vous voyez que, contrairement à d'autres, je distingue les deux choses. Ici, nous sommes du côté de la psychiatrie, c'est-à-dire nous sommes, j'espère que vous voyez mon curseur à l'écran, puisque je l'utilise comme pointeur, nous sommes avec les coûts liés aux soins psychiatriques prodigués à la mère. Et ici, nous sommes avec les coûts liés au développement de la santé et de la santé mentale. Donc, nous articulons une dimension curative et une dimension préventive, disons de santé mentale au sens du bon développement de l'enfant, qui est effectivement, et je remercie à cette occasion-là le CRES et bien sûr l'ARS qui finance, qui est le thème de notre journée. J'espère ne pas avoir dépassé les 10 minutes et je me réjouis de passer cette journée avec vous.